Je suis passé au bureau de ma femme pour lui faire une surprise. Mais elle était occupée. Alors que j'attendais à son bureau, j'ai remarqué un stylo plume gravé au nom de ma fille disparue. Curieux, je l'ai pris. Quelque chose a cliqué à l'intérieur, et le mur derrière la bibliothèque a coulissé. Je me suis figé. Ma fille était assise sur un lit, maigre et terrifiée. Le mariage est un beau mensonge que l'on se raconte chaque matin en se brossant les dents. Moi, Wesley Grant, je me racontais ce mensonge depuis 11 ans, debout dans notre salle de bain principale, dans notre maison de ville à 1,4 million de dollars à River Oaks, regardant dans le miroir un homme qui s'était convaincu qu'une femme tranquille était une femme contente. Cette distance, je pensais que c'était de la maturité. Qu'une femme qui ne demandait plus comment s'était passée votre journée avait simplement dépassé les petites conversations. Mon Dieu, j'étais stupide. Bienvenue à la vraie vengeance de papa. Prenez vos snacks, installez-vous confortablement, et rappelez-vous, les personnes dans ces histoires ont eu toutes les chances de bien se comporter. Elles ont juste fait le mauvais choix. Laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. Vous allez adorer ça ici. Mais cette journée a commencé comme toutes les autres. Café, embouteillage sur Westemer Road, un appel client qui aurait pu être un email. Je travaillais dans l'immobilier commercial, le genre de travail qui semble impressionnant lors des dîners, mais qui signifie surtout que vous passez votre vie au téléphone à discuter de métrages carrés avec des hommes qui possèdent plus de chaussures que de parfums. Mon bureau était au 12e étage, en centre-ville, avec une fenêtre donnant sur une ville qui ne s'arrêtait jamais de bouger. Houston ne fait pas de pause, elle vous avale et continue. Je n'avais pas prévu de visiter le bureau de Maria ce matin-là. C'est la partie qui me dérange encore. Ma femme, le docteur Maria Grant, dirigeait l'une des pratiques de thérapie comportementale les plus réputées du quartier médical de Houston, le Renewed Mind Wellness Group, avec des salles d'attente élégantes, un éclairage doux, une réceptionniste dont je ne me souciais pas du nom. Mais qui souriait toujours comme si elle cachait quelque chose. Maria était brillante, le genre de brillante qui vous faisait vous sentir chanceux d'être près d'elle, et légèrement stupide par comparaison. Elle avait écrit 2 livres, avait été présentée dans le Texas Monthly, et donnait des discours d'ouverture lors de galas de charité pour une organisation à but non lucratif qu'elle avait fondée elle-même, la Brighter Future Foundation, qui aidait les enfants défavorisés, du moins. C'est ce que tout le monde pensait. Je suis passé parce que j'avais fait une réservation chez Caracal, son restaurant de fruits de mer préféré sur Post Oak Boulevard, pour notre dîner d'anniversaire ce samedi. Je voulais confirmer qu'elle était libre jeudi pour récupérer la robe qu'elle avait commandée. C'est tout, une conversation de 30 secondes. J'allais l'embrasser sur la joue et être de retour dans ma voiture avant midi. Je ne savais pas que 30 secondes allaient faire exploser 11 ans de ma vie. Le quartier médical était son chaos contrôlé habituel. Quand j'ai garé le Tao sur Bertner Avenue et marché un demi-pâté de maison jusqu'à son immeuble, verre et acier, le genre d'architecture qui murmure, nous facturons $400 de l'heure ici. La réceptionniste, belle, une vingtenaire, toujours avec son casque, a levé les yeux quand j'ai poussé la porte, et son sourire a fait quelque chose d'étrange. Il a vacillé comme une ampoule qui décidait si elle voulait s'allumer. Monsieur Grant, a-t-elle redressé. Le docteur Grant ne vous attend pas. Je sais, ai-je dit. Visite surprise. Les couples mariés font ça parfois. Elle est en session en ce moment. Une longue. Ça pourrait être. Elle a jeté un coup d'œil à son écran. Encore 40 minutes minimum. J'ai haussé les épaules. J'attendrai à son bureau. Je connais le chemin. En fait, je devrais probablement. Belle, ai-je souri. Je suis venu ici 100 fois. Elle est devenue silencieuse. Ce scintillement encore. Je l'ai noté sans savoir pourquoi. Le bureau privé de Maria se trouvait au bout d'un court couloir, après 2 salles de thérapie et une petite cuisine qui sentait toujours la camomille et l'ambition. J'ai ouvert sa porte, suis entré et j'ai expiré. La pièce sentait son bergamote et quelque chose de chaud en dessous. Diplômes encadrés sur les murs. Un bureau en acajou si poli qu'on aurait pu y faire de la chirurgie. Des bibliothèques qui tapissaient tout le mur gauche, codées par couleur, parce que bien sûr, elle l'était. La femme codait par couleur ses courses. Je me suis installé dans le fauteuil en face de son bureau, celui que ses patients utilisaient probablement pour confesser leurs pires secrets, et j'ai sorti mon téléphone pour faire défiler sans réfléchir en attendant. C'est là que je l'ai vue,
sur le bureau, juste là, entre un bloc-notes et une pile de dossiers. Un stylo plume, corps bordeaux foncé, garniture dorée, le genre de choses qui coûtent plus cher que le remboursement de la voiture de la plupart des gens. Je n'y aurais pas pensé à 2 fois. Maria collectionnait de beaux stylos, à l'exception de la gravure. Je me suis penché. Belle Anne Grant, le nom de ma fille. Mes mains ont bougé avant que mon cerveau ne donne la permission. Je l'ai ramassé. Il était plus lourd que prévu, solide, substantiel, le poids de quelque chose qui comptait. Belle Grant, notre fille, 12 ans, disparue depuis 8 mois. 8 mois de rapports de police qui n'ont mené nulle part. 8 mois de prospectus sur les poteaux téléphoniques le long de Shepherd Drive et Westemer. 8 mois d'un chagrin qui s'était installé dans mes os comme du béton. 8 mois à dormir à côté d'une femme qui pleurait aux veillées aux chandelles, donnait des interviews à la télévision, serrait ma main devant les caméras et murmurait « Nous la trouverons, ouah. Je sais que nous le ferons. » 8 mois de cette femme gardant le stylo plume de notre fille sur son bureau comme un presse-papier. Quelque chose dans ma poitrine est devenu très, très froid. J'ai retourné le stylo entre mes doigts. Mon pouce a trouvé une petite couture près du clip, presque invisible, le genre de chose que vous ne remarqueriez jamais, à moins que vos mains ne tremblent déjà et que vous ne cherchiez quelque chose à quoi vous accrocher. J'ai appuyé dessus, un léger clic, et la bibliothèque a bougé. Pas de façon dramatique, pas comme dans les films où la pierre grince et la poussière tombe du plafond. Elle a juste glissé, lisse et hydraulique, comme si elle avait été construite par quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait. Un espace de 1,2 mètre s'est ouvert entre le bord de l'étagère et le mur, et de l'air frais a soufflé de l'obscurité au-delà. Je me suis levé si vite que la chaise a reculé et a heurté le bureau. Belle. Ma voix est sortie à peine plus qu'un murmure, puis plus fort. Belle, papa. Une petite voix rauque, comme une voix qui n'avait pas été utilisée pour une conversation normale depuis très longtemps. Elle était assise sur un lit jumeau contre le mur du fond d'une pièce pas plus grande qu'un dressing, mur blanc, éclairage à bande LED à faible intensité, une petite bibliothèque avec des manuels, un bureau avec un ordinateur portable, et ma fille de 12 ans. Que je n'avais pas vue depuis 8 mois, mince d'une manière qui me serrait la gorge, vêtue de vêtements que je ne reconnaissais pas, me regardant avec des yeux qui avaient appris à être prudents. C'est le moment où un bon père se précipite et la prend dans ses bras. Et je l'ai fait. Mais c'est aussi le moment où autre chose est née en moi. Quelque chose que je n'avais pas encore nommé. Quelque chose qui n'était ni chagrin ni soulagement. Autre chose. J'ai traversé la pièce en 2 pas et je l'ai serrée contre ma poitrine. Et elle s'est raidie pendant une demi-seconde, raidie comme un enfant qui avait oublié ce que signifiait se sentir en sécurité avant de s'effondrer contre moi et de commencer à trembler. Je te tiens, ma chérie. Je te tiens. Elle a dit que tu ne voulais plus de moi. Sa voix était étouffée contre ma chemise. Elle a dit que j'étais. Elle a dit que j'étais trop. Que vous étiez tous les deux d'accord. Ma mâchoire s'est serrée. C'est un mensonge. Ma voix était si contrôlée qu'elle m'a fait peur. C'est le plus grand mensonge qu'on t'ait jamais raconté. Je sais, a-t-elle murmuré. Je crois que je l'ai toujours su. Mais elle n'arrêtait pas de le dire et de le dire. Je me suis reculé et j'ai regardé son visage, je l'ai mémorisé. Chaque nouveau creux, chaque nouvelle ombre. Depuis combien de temps es-tu ici? Depuis septembre, je crois. Au début, elle me laissait sortir la nuit. Puis elle a arrêté. Septembre. Nous étions en mai. Quelqu'un d'autre sait que tu es ici? Elle a secoué la tête, puis a hésité. Preston m'apporte parfois à manger. Preston, le jeune frère de ma femme, que j'avais croisé à Thanksgiving, qui m'avait serré dans ses bras lors d'une veillée aux chandelles et avait dit « Frère, nous la retrouverons ». Qui m'avait regardé dans les yeux. J'ai senti la chose froide dans ma poitrine s'étendre comme une tache. D'accord, j'ai gardé ma voix égale, stable. La voix que j'utilisais dans les négociations quand j'étais sur le point de tout retirer de la table. Voici ce que nous allons faire. Tu vas venir avec moi tout de suite, et tu ne diras pas un mot à personne tant que je ne te dirai pas que c'est sûr. Peux-tu faire ça? Belle a hoché la tête. Bonne fille. Elle l'a toujours été. Je l'ai fait sortir du bureau, devant la bibliothèque que j'ai remise en place derrière nous, pour que Maria revienne et trouve tout exactement comme elle l'avait laissé, et dans le couloir. Belle a gardé la tête baissée.
Quand nous sommes passés devant la réception, Belle a levé les yeux vers la réceptionniste qui avait essayé de me retenir à la porte. « Salut, Belle, a dit la réceptionniste avec prudence, de la façon dont on parle à une situation que l'on a décidé de ne pas voir. Elle savait. Je l'ai regardée assez longtemps pour m'assurer qu'elle comprenait que je comprenais. Son visage est devenu de la couleur d'une feuille de papier. Passez un bon après-midi, ai-je dit agréablement. J'ai mis ma fille sur le siège passager de mon Tao sur Bertner Avenue à 12h19 un mardi de mai. Et j'ai roulé vers le nord sur Main Street en direction de notre maison de ville à River Oaks, sans appeler la police, sans appeler personne. J'avais besoin de réfléchir. Je ne savais pas encore que Belle n'était pas le seul enfant. Je ne savais pas encore pour la fille qu'on faisait venir de l'étranger. Je ne savais pas encore l'ampleur exacte de l'opération de ma femme, ni combien de personnes elle avait convaincu de détourner le regard. Mais j'étais sur le point de le découvrir. Et quand je l'ai fait, je n'allais pas faire un seul mouvement que je n'avais pas déjà planifié, 3 coups à l'avance. Maria avait passé 11 ans à étudier la façon dont les gens brisés pensent. Il était temps qu'elle en rencontre un. La plupart des hommes, quand leur monde s'écroule, se tournent vers une bouteille. Je me suis tourné vers un bloc-notes et un marqueur noir. La vengeance sans plan n'est que de la colère mal dirigée. Belle était à l'étage, douchée, nourrie aux 3 œufs brouillés et du pain grillé, car c'était la première chose que je pouvais faire sans que mes mains tremblent trop et endormie dans son ancienne chambre pour la première fois en 8 mois. Je suis resté dans l'embrasure de la porte pendant 1 minute entière, la regardant respirer, pour m'en assurer, comme on vérifie un nouveau-né parce qu'on ne fait pas encore confiance à l'univers pour les faire respirer sans témoin. Puis, je suis descendu, me suis assis à l'îlot de la cuisine et j'ai commencé à faire une liste de tout ce que je savais sur ma femme, ce qui, il s'est avéré, était embarrassant peu de choses. Je savais qu'elle buvait son café noir. Je savais qu'elle détestait le son des télévisions dans les restaurants. Je savais qu'elle pouvait entrer dans une pièce pleine d'étrangers et, en 20 minutes, convaincre chacun d'eux qu'elle était la personne la plus empathique qu'ils aient jamais rencontrée. Cette dernière partie, celle que je considérais comme un don, je la comprenais maintenant comme une compétence, pratiquée, délibérée, la différence entre un feu de cheminée chaleureux et un feu contrôlé. J'ai écrit son nom en haut de la page, Maria Grant. Puis, j'ai tracé une ligne en dessous et j'ai commencé à cartographier tout ce qu'elle avait construit. La Brighter Future Foundation avait été l'idée de Maria 3 ans après notre mariage. Je pensais que c'était magnifique. Cette femme que j'aimais, se dévouant aux enfants défavorisés, créant des opportunités, construisant des avenirs. J'avais écrit le premier chèque moi-même, 50 000 $, fier comme un homme peut l'être. J'avais dit aux gens lors des dîners, ma femme, elle dirige cette fondation incroyable. J'avais brandi ses réalisations comme un bâtonnier et je n'avais jamais pensé à demander qui gérait réellement l'argent. 50 000 $. J'ai aussi ajouté cela à la liste, sous une colonne que j'ai intitulée « Ce que j'ai financé ». Mon téléphone a vibré. Maria, je suis en retard. La session a duré longtemps. Je ne serai pas à la maison avant 19h. Ne m'attends pas pour le dîner. Je t'aime. J'ai fixé le message longtemps. Elle ne sait pas que j'étais là. Elle ne sait pas que j'ai Belle. Elle pense que la pièce est toujours scellée et que le secret respire toujours. J'ai tapé en retour, pas de problème. Je prendrai quelque chose. Je t'aime aussi. Et je voulais dire cette dernière partie comme on veut dire une porte qui claque avec finalité et un son qui résonne. J'ai passé les 4 heures suivantes sur mon ordinateur portable. Ce que j'ai trouvé pendant ces 4 heures aurait brisé un homme moindre, ou un homme plus intelligent. Je ne sais toujours pas dans quelle catégorie je me situe, le genre qui est détruit par la vérité ou le genre qui en est focalisé. La Brighter Future Foundation était enregistrée comme une organisation à but non lucratif 501, C3, dans l'État du Texas. Des documents impeccables, un beau site web avec des photos de stock d'enfants souriants et un portail de dons qui avait traité, j'ai trouvé cela dans un document fiscal encaissé provenant d'un site de surveillance des organisations à but non lucratif. Un peu plus de 2,3 millions de $ au cours des 4 dernières années. Le conseil d'administration listait 3 noms, Maria, un avocat que j'avais rencontré une fois lors d'un gala et qui ne comptait pas, et Preston Adair. Preston, le frère de ma femme, dont je n'avais jamais pensé à googler le nom de famille. Je l'ai googlé maintenant. Preston Adair avait une société de conseil enregistrée dans le Delaware. La société n'avait pas de site web, pas d'employés listés, et une adresse enregistrée qui,
lorsque je l'ai cartographié, était un magasin UPS à la périphérie de Wilmington. Il était également listé comme co-signataire d'un compte bancaire attaché à une filiale de la Fondation, un programme appelé Pathway International. International. Je me suis penché en arrière sur ma chaise. Combien d'enfants, Maria? Je n'avais pas encore cette réponse. Mais je savais une chose. La pièce derrière cette bibliothèque n'avait pas été construite pour une prison à long terme. Elle était trop propre, trop organisée. Des manuels, un ordinateur portable, que j'avais ramené à la maison et qui était maintenant sur l'îlot de la cuisine à côté de mon bloc-notes. L'ordinateur portable était protégé par un mot de passe, mais je connaissais les habitudes de Maria. Elle utilisait des variations du même mot de passe de base pour tout. Je l'avais regardé se connecter à son email personnel suffisamment de fois pour l'avoir mémorisé sans le vouloir. J'ai essayé la première variation. Rien. La deuxième, rien. La troisième, j'ai ajouté l'année de naissance de Belle à la fin. L'ordinateur portable s'est ouvert. Bien sûr qu'il s'est ouvert. Elle gardait le nom de notre fille sur un stylo comme un trophée et utilisait son anniversaire comme mot de passe, l'arrogance d'une femme qui ne s'attendait jamais à être attrapée. Les dossiers sur cet ordinateur portable ont réécrit tout ce que je pensais savoir. Maria avait un dossier étiqueté, et je ne plaisante pas, futur qui contenait des documents d'admission, des enfants. 8 d'entre eux sur 4 ans, de 3 pays différents, Philippines, Guatemala, Ukraine. Chaque dossier avait une photographie, un nom, un âge, une évaluation psychologique écrite dans le langage clinique précis de Maria, et une colonne qu'elle appelait calendrier d'intégration. Intégration, comme s'il s'agissait de mise à jour logicielle, comme s'il s'agissait de correctifs pour des vies qu'elle avait décidé de remplacer. Mon estomac s'est retourné, puis s'est stabilisé. Stable, ouah. Chaque enfant avait été introduit dans le pays par ce qui semblait être des canaux de visa humanitaire légitimes, le genre qui nécessitait qu'un clinicien agréé approuve la nécessité psychologique. Maria était une clinicienne agréée. Elle avait signé tous les documents elle-même. Les enfants étaient placés dans des familles d'accueil, un terme qu'elle utilisait dans les dossiers, des familles qui croyaient participer à un programme d'échange culturel géré par la Fondation. Mais le dernier dossier m'a arrêté net. Il était plus récent que les autres, créé il y a 4 mois. La photographie montrait une fille qui ressemblait, par sa structure osseuse et sa coloration, de manière étonnamment similaire à ma fille, 12 ans, de Manille. Son nom sur le formulaire d'admission était Lena Reyes. Sous la photographie, de la main de Maria Ocar, elle avait imprimé celui-ci et l'avait scanné, le seul qu'elle avait fait de cette façon, ce qui me disait qu'il était spécial, se trouvaient 4 mots, candidate pour placement primaire. Placement primaire. J'ai réfléchi à cela pendant longtemps. Ma femme n'avait pas seulement caché notre fille. Elle avait fait passer une audition pour un remplacement. Une enfant qui ressemblait suffisamment à Belle pour être éventuellement présentée au monde, à nos amis, à notre famille, aux cercles sociaux de Houston que Maria avait organisé comme une exposition de musée, comme une enfant secourue qu'elle avait ramenée à la maison. Donner un nouveau nom, une nouvelle histoire, tandis que notre vraie fille était tranquillement effacée, renommée, redistribuée dans le système comme une œuvre de charité pour quelqu'un d'autre. Elle allait remplacer notre enfant, et j'avais été assis à des dîners, me vantant de sa fondation. J'ai fermé l'ordinateur portable très soigneusement, je me suis levé, j'ai marché jusqu'à l'évier de la cuisine, j'ai ouvert l'eau froide et j'ai mis les 2 mains dessous et j'ai juste respiré. Ne bouge pas trop vite. N'appelle pas la police tout de suite. Si tu appelles la police maintenant, Preston s'enfuit. Les familles d'accueil se dispersent. Les enfants disparaissent dans le système et personne ne répond de rien. Maria embauche le meilleur avocat du Texas et s'en sort dans 3 ans pour des motifs de procédure. Non, ça doit être chirurgical. Je me suis séché les mains, suis retourné à l'îlot, et ouvert le bloc-notes à une page vierge et j'ai écrit 2 mots en haut, Grant Holloway, mon plus vieil ami, 12 ans au bureau du FBI de Houston. Dirigeant actuellement les enquêtes sur la criminalité financière depuis le bâtiment fédéral du centre-ville sur Rusk Street. L'homme qui s'était tenu à côté de moi à mon mariage, qui avait dansé lentement avec la colocataire de Maria à l'université et m'avait appelé le lendemain matin mortifié parce qu'il lui avait marché sur les pieds 2 fois. Qui s'était assis avec moi dans cette même cuisine 3 mois après la disparition de Belle et m'avait dit tranquillement, professionnellement, avec le poids d'un homme qui en savait trop sur la façon dont ses affaires se terminaient, que les statistiques après 90 jours n'étaient pas en notre faveur.
Il ne savait pas que ses statistiques étaient gérées. Je n'allais pas encore appeler Grant. J'avais besoin de plus. J'avais besoin de tout documenter et d'être hermétique avant de le remettre à quiconque portait un badge. Parce qu'au moment où je le ferais, l'histoire deviendrait la leur. Et j'avais quelque chose de plus important que la justice à l'esprit. Je voulais que le nom de Maria signifie quelque chose de spécifique dans cette ville. Je voulais que chaque personne qui avait applaudi à ces galas ressente l'embarras rétrospectif de cela dans ses os. Je voulais que l'histoire soit si complète, si minutieusement documentée qu'aucun avocat, aucun spin doctor, aucune conférence de presse larmoyante ne puisse en atténuer le moindre détail. La justice viendrait, mais la mort de la réputation viendrait en premier. J'ai entendu de petits pas dans l'escalier à 16h30. Belle est apparue dans l'embrasure de la cuisine, les cheveux lâches, vêtue du sweatshirt surdimensionné de l'université de Houston qu'elle avait apparemment toujours dans son placard. Elle a regardé le bloc-notes, l'ordinateur portable, l'expression de mon visage que je n'avais pas tout à fait réussi à neutraliser avant qu'elle n'entre. « Tu prépares quelque chose » a-t-elle dit. « Je travaille juste, papa. » Elle a incliné la tête. Elle avait les yeux de sa mère, ce qui était actuellement une chose compliquée à gérer. « Je connais ton visage de travail. » Ce n'est pas ça. J'ai tapoté le tabouret de bar à côté de moi. Elle a grimpé, a replié ses pieds sous elle comme elle l'avait toujours fait depuis qu'elle avait 4 ans, et a regardé le bloc-notes sans le toucher. Elle allait ramener quelqu'un d'autre à la maison, a dit Belle tranquillement, comme si ce n'était pas une question. Je l'ai regardé. Qu'est-ce que tu sais de ça? Je l'ai entendu au téléphone à travers le mur. Elle a fait une pause. Elle parlait à oncle Preston. Elle a dit. Elle a dit que la transition devait se faire avant le gala d'automne, qu'il fallait que ce soit propre. La voix de Belle n'a pas tremblé, ce qui était en quelque sorte pire que si elle l'avait fait. Elle a dit mon nom et puis elle a dit ancienne. Point. Ancienne? Ma propre fille désignée au passé. Depuis combien de temps le sais-tu? J'ai demandé. Peut-être 2 mois. Elle a haussé les épaules, petite, fatiguée. J'ai arrêté de pleurer à ce sujet après la première semaine. Ça ne semblait pas utile. 12 ans, j'avais apparemment élevé une personne nettement plus dure que moi. Elle ne s'en sortira pas, ai-je dit. Je sais. Brielle m'a regardé fixement. Mais papa, ne l'arrête pas simplement. J'ai levé un sourcil. Fais en sorte que ça signifie quelque chose, a-t-elle dit. J'ai regardé ma fille, mince, aux yeux prudents, endurcie par 8 mois, et j'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine. Pas la chose froide et chirurgicale, quelque chose de plus ancien. Fierté. Ça, ai-je dit en ramassant le marqueur noir, c'est exactement le plan. À 18h58, 2 minutes avant que la clé de Maria ne frappe la serrure de la porte d'entrée, j'étais assis sur le canapé avec un verre d'eau et la télévision allumée, l'air d'un homme qui avait eu un mardi parfaitement ordinaire. Belle était de retour à l'étage, endormie ou faisant semblant. Nous avions convenu qu'elle serait un fantôme jusqu'à ce que je dise le contraire. J'ai entendu la porte s'ouvrir, des talons sur le parquet, le bruit spécifique de ma femme se déplaçant dans une maison qu'elle croyait encore sienne. Et j'ai souri. Comment s'est passée la longue session? Épuisante. Elle a roulé son cou, est allée à la cuisine, a ouvert le réfrigérateur. Complètement normale, complètement à l'aise. Une femme qui n'avait aucune idée que son empire avait une fissure dans ses fondations. Tu as mangé? J'ai eu quelque chose de bon. Elle a sorti une eau pétillante, s'est appuyée contre le comptoir, m'a regardé avec ses yeux qui m'avaient autrefois fait me sentir l'homme le plus vu du monde. Ça va? Tu as l'air un peu. Elle a siroté son eau, a jeté un bref coup d'œil vers le couloir, juste un éclair en direction de la chambre d'amis où la porte cachée n'était pas, parce que cette porte était à 20 minutes sur Bertner Avenue, et quoi qu'elle vérifiait, ce n'était pas ici. Elle n'avait aucune idée. Je l'ai regardé monter à l'étage pour se changer et j'ai pensé à 8 enfants dans 3 pays, et à une fille nommée Lena Reyes, avec une photographie dans un dossier scanné et une colonne appelée chronologie d'intégration. Et j'ai pensé à un stylo gravé du nom de ma fille, posé sur un bureau comme un souvenir. Et j'ai souri. Pas encore, Maria, mais je te le promets, bientôt. Certains hommes pardonnent. Certains hommes oublient. Je ne suis pas de ces hommes. 30 jours. C'est le temps que j'ai passé à être le mari parfait.
embrasser la joue de Maria chaque matin, lui demander comment s'étaient passées ses sessions. Assis en face d'elle au dîner, dans notre salle à manger de River Oaks, coupant mon steak, hochant la tête à ses paroles, tandis que sous la table, ma main gauche reposait sur un téléphone chargé de suffisamment de preuves documentées pour démanteler tout ce qu'elle avait passé une décennie à construire. 30 jours de la meilleure performance d'acteur de ma vie. Belle est restée chez mon beau-frère à Cathy, quelqu'un avec qui Maria n'avait aucun lien, sous des instructions strictes de n'exister nulle part sur les médias sociaux. J'ai dit à Maria que j'avais besoin d'espace pour gérer le chagrin de l'anniversaire de la disparition de Belle. Elle m'a tenu la main. Elle a pleuré de vraies larmes. Nous allons nous en sortir, ouah, a-t-elle murmuré une nuit. Oui, ai-je dit, en serrant sa main en retour. Nous le ferons vraiment. Grant Holloway m'a rencontré à 7 heures du matin un mercredi au Common Bon Café sur Westemer. Territoire neutre, table de coin, le genre d'endroit où deux hommes prenant un café ne sont pas considérés comme importants. J'ai fait glisser une clé USB sur la table avant même qu'il n'ait ouvert son menu. Il l'a regardé, puis moi. Wesley, avant que tu ne dises quoi que ce soit, j'ai dit, regarde juste ça. Il l'a branché sur son ordinateur portable personnel, là, devant moi. J'ai vu son visage changer. Grant Holloway avait 20 ans d'expérience dans les forces de l'ordre fédéral. L'homme avait une expression de repos sculptée dans le béton de Houston. Mais quelque part autour de la 4e minute, en parcourant le dossier futur de Maria, quelque chose a bougé derrière ses yeux. Il a fermé lentement l'ordinateur portable. Depuis combien de temps as-tu ça? 30 jours. Wesley, tu aurais dû m'appeler immédiatement. Si je t'avais appelé immédiatement, j'ai dit en sirotant mon café, Preston aurait été prévenu. Les familles d'accueil se seraient dispersées, et Maria aurait été en blazer Chanel aux informations du soir de Chanel 13, parlant de la façon dont son mari jaloux avait tout inventé. J'ai posé ma tasse. J'avais besoin que ce soit hermétique. C'est hermétique. 3 pays, je sais. Et la fille de Manille, Lena Reyes, elle a atterri à Bush Intercontinental il y a 6 jours. Elle est actuellement avec une famille d'accueil à Sugarland. C'était une nouvelle information. J'ai gardé mon visage impassible. Alors, nous sommes pile à temps. Il a ramassé la clé USB, l'a retournée entre ses doigts. J'aurai besoin de 48 heures pour obtenir des mandats. Tu les auras, ai-je dit, mais Grant, j'ai besoin d'une chose de toi. Il a attendu. Le communiqué de presse sort avant l'arrestation, pas après. Avant. Je veux que chaque journaliste de Houston ait son nom à la bouche avant qu'elle ne voie le moindre badge. Grant m'a étudié avec le regard d'un homme négociant avec quelqu'un qui a déjà décidé. Ce n'est pas la procédure standard. Non, j'ai concédé, mais ce qu'elle a fait non plus. Il a mis la clé USB dans sa poche, s'est levé, a jeté 2 billets de $20 sur la table. 48 heures, a-t-il dit, et il est sorti dans le matin de Houston. J'ai passé ces 48 heures à terminer ce que j'avais commencé. Le monde social de Maria était une architecture soigneusement organisée, les comités de gala, les postes au conseil d'administration de l'hôpital, le profil dans Texas Monthly, le circuit de conférences. J'avais cartographié chaque pilier. Et j'avais passé 30 jours à contacter discrètement et anonymement les bons journalistes, une reporter du Houston Chronicle, une productrice d'investigation chez KHOU 11. Une blogueuse de surveillance d'organisation à but non lucratif avec 40 000 abonnés et une réputation d'être extrêmement méticuleuse. Je ne leur ai pas donné l'histoire. Je leur ai donné les questions, des questions spécifiques et chirurgicales sur la Brighter Future Foundation, auxquelles aucune organisation innocente ne pouvait répondre clairement. Je les ai laissés creuser. Je les ai laissés trouver leurs propres pistes. Au moment où les mandats étaient signés, 4 journalistes distincts avaient déjà commencé à tirer les fils. Jeudi matin, 6 heures. J'ai préparé le café de Maria, noir, je l'ai posé sur le comptoir à côté d'elle, je l'ai regardé vérifier son téléphone avec la facilité décontractée d'une femme dont le jeudi n'avait aucune surprise prévue. Son téléphone a vibré, puis encore, puis 4 fois de suite. Elle a froncé les sourcils devant l'écran. Je savais déjà ce qu'elle lisait. Le Houston Chronicle avait publié à 5h47, des questions entourent le River Oaks, le cabinet de thérapie à but non lucratif, les visas d'enfants et l'argent manquant. KHOU avait un bandeau d'informations sur son émission du matin. La blogueuse du groupe de surveillance avait publié à minuit,
et cela avait déjà été partagé 1100 fois. Ouah, sa voix était étrange, compressée. Il y a quelque chose en ligne à propos de la fondation. C'est quelqu'un qui dit. Elle m'a regardé et, pour la première fois en 11 ans, j'ai vu ma femme me regarder et ne pas voir ce à quoi elle s'attendait. Quelque chose dans mon immobilité lui a paru étrange. Wesley. J'ai posé le couteau à beurre. Preston a été arrêté, ai-je dit doucement, il y a environ 4 minutes. Grant Holloway vous salue. La tasse de café a glissé dans sa main. Elle l'a rattrapée. La sonnette a retenti. 3 agents fédéraux et 2 officiers de police de Houston. J'avais déverrouillé la porte d'entrée avant de descendre. Je ne les ai pas regardés la menotter. Je suis allé sur le porche arrière et je suis resté dans la légère lumière du matin de Houston, écoutant les sons de la fin de son monde. Les voix, le bavardage radio, le silence spécifique d'une femme trop intelligente pour dire quoi que ce soit sans avocat. Lena Reyes a été récupérée de la famille d'accueil de Sugarland ce même matin. Les 8 enfants ont tous été localisés en moins de 72 heures, absolument tous. L'histoire était partout en moins de 6 heures. Le soir, la Brighter Future Foundation était le terme le plus recherché à Houston. Le lundi suivant, c'était devenu national. Chaque photographie de gala que Maria avait jamais prise était republiée avec une légende différente de celle qu'elle avait prévue. Elle voulait que son nom soit sur des bâtiments. Elle l'a eu sur des actes d'accusation fédéraux à la place. Je lui ai rendu visite une fois, 3 semaines après l'arrestation, au centre de détention du comté de Harris sur Baker Street. Elle était déjà plus mince, déjà plus petite. Le dégonflement particulier d'une personne dont le pouvoir était entièrement emprunté à la croyance des autres en elle. Elle s'est assise de l'autre côté de la vitre et m'a regardé avec des yeux qui avaient parcouru toutes les émotions et avaient finalement atterri sur quelque chose de froid et de calculateur. Même maintenant, même ici, tu as tout planifié, a-t-elle dit, non pas une question. Chaque étape. Depuis combien de temps? Depuis le mardi où j'ai trouvé ce stylo sur ton bureau. J'ai tendu la main dans la poche de ma veste et j'ai posé quelque chose contre la vitre. Son stylo plume. Le bordeaux foncé. Celui gravé Bell and Grant. Sauf qu'il n'était plus gravé du nom de Bell. Je l'avais fait regrave. Wesley Grant. Elle l'a fixé. C'est à moi. J'ai dit que je l'avais payé. J'ai tout payé, en fait. Je me suis levé, j'ai ajusté ma veste. 11 ans, Maria. La maison, le cabinet, les 50 000 premiers dollars de la fondation. J'ai repris le stylo, je l'ai glissé dans ma poche. Considérez ceci comme une saisie. Je me suis dirigé vers la porte. Wesley. Sa voix m'a suivi, contrôlée, précise, un scalpel. Même maintenant, tu ne pourras pas passer à autre chose. Tu sais que tu passeras le reste de ta vie. Belle te dit bonjour, ai-je dit, et j'ai laissé la porte se refermer derrière moi. Elle a eu 41 ans. Preston a eu 22 ans. Les 8 enfants ont été réunis avec leur famille ou placés en garde protectrice vérifiée. Lena Reyes est rentrée chez elle à Manille 4 mois plus tard. Je le sais parce que j'ai payé le vol. Le Houston Chronicle a publié un article de suivi 6 mois après l'arrestation. Ils m'ont appelé un héros. Je ne suis pas un héros. Je suis juste un père qui a trouvé un stylo. Si vous avez aimé cette histoire, rejoignez notre communauté en cliquant sur le bouton j'aime et en vous abonnant pour plus d'histoires vraies, brutes et centrées sur la famille.